Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de End of Destiny, un jeu de Joe Clipfel et édité, localisé par Bad Boon Games. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur, comme c'est écrit sur le bandeau que vous voyez depuis le début de la vidéo. C'est un jeu qui techniquement se joue dans une main, mais vous allez voir une variante assez répandue sur internet, la variante Table of Destiny. Vous comprendrez très rapidement pourquoi. On se retrouve pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors, End of Fate, vous allez voir que c'est assez simple. Déjà, c'est mieux si je vise le centre. C'est assez simple. On va déjà choisir un personnage parmi ceux-là. Moi, je prends de manière aléatoire. Je mélange et je choisis. Ça tombe sur Trelgis, le chasseur de monstres, que je n'ai jamais utilisé pour le moment. On voit que c'est un corps à corps. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir toujours attaquer que la première des créatures visibles. On voit également qu'il a tout un tas de compétences, on le reverra. On va créer le deck de monstres, parce que dans ce jeu, on va devoir affronter des monstres. On voit que les cartes sont retournables et pivotables. Donc quand on mélange, on fait un petit peu ce qu'on veut, on fout le sbull, histoire d'avoir une variété, parce que les monstres vont pouvoir un peu faire des synergies entre eux et me mettre dans la galère. Voilà. On a également 4 boss, on va mélanger et on va les choisir, sachant que c'est ma 8e partie et il y a un boss que je n'ai toujours pas eu. Mais écoutez, c'est le hasard. On va affronter Alrat. On le met à la fin du deck, mais avant, on va récupérer les 4 dernières cartes. Parce que moi, je joue en facile. Le jeu est quand même bien compliqué, donc on va jouer en facile. Et on les incline. Voilà. On met donc le boss et le marché qui correspond à mon type de personnage, donc le marché du corps à corps. Voilà. Les cartes qu'on a récupérées, on les met un petit peu en décalé. Ce qui fait que si on regarde l'anatomie d'une carte, on a ici le hibbourse, il a une compétence, qu'on verra en cours de partie. Il a des points de vie, c'est la capacité, la force qu'il faut dépenser pour le vaincre. Si jamais à la fin de la manche, je suis au marchand, que j'ai toujours cette carte, eh bien j'aurai 2 pièces. Et si jamais je décide de ne pas le tuer, mais de prendre les dégâts, je prends 2 dégâts. Les dégâts, c'est quoi? Ce sont ces compétences-là que je vais épuiser. C'est-à-dire que je mets un point de vie ici, je ne pourrai plus d'utiliser cette compétence. Pour pouvoir battre cet ennemi, il faut que je dépense des cartes qui sont ici. Vous voyez que les points de vie des monstres que j'ai tués, et bien maintenant ça devient ma capacité de force. Donc là, j'ai une belle main de départ, 9, 11, 9, 11. Donc je pourrais battre assez facilement ce personnage. Et si je le tue avec une carte comme ça, je vais pouvoir l'insérer. Donc je défausse la carte que j'ai utilisée, et celui-là vient le remplacer. Si je utilise une compétence pour le tuer, il y a 2 types de compétences. Les compétences avec un S, ce sont des compétences spéciales. Dans ce cas-là, eh bien, je peux l'insérer. Si ce n'est pas une compétence avec un S qui m'a permis de le tuer, eh bien, je ne pourrai pas le récupérer en tant que force. On va essayer de tuer tout ça jusqu'à arriver donc au boss. Et une fois au boss, eh ben, je vous expliquerai comment ça va se passer. Normalement, on prend une garde d'un personnage pas joué qu'on fout derrière pour pouvoir caler le personnage comme ça. Mais en vrai, c'est pas très pratique d'incliner, de garder. En plus, quand on utilise une compétence, normalement, on est toujours obligé d'utiliser celle d'en bas, parce que sinon on pourrait pas juste cacher celle-là. Donc on est obligé d'incliner comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. La version française a permis d'utiliser ces petits trucs-là pour les mettre sur le côté pour nous rappeler qu'on l'a utilisé, ce qui permet déjà de rendre le jeu un peu plus simple, mais encore faut-il que ça tienne. Bah celui-là il tient pas, bon ça se resserre, mais surtout le mieux c'est de le mettre sur la table et d'utiliser ces cœurs, ça rend le jeu beaucoup plus jouable. Ça c'était pas dans la version originale qui était un print and play d'ailleurs, c'est dans la version française et c'est vachement plus chouette. D'ailleurs je garde ça en main parce que pour vous montrer un peu le gameplay, mais très souvent ça finit sur la table. Le jeu du coup n'a pas qu'une carte en main, il y a 2 monstres à chaque vague. On a le monstre frontal qui est le premier, qui est celui dans la main droite, et on a le monstre de seconde ligne, qui est dans la main gauche. À chaque fois qu'on rend des monstres visibles, ce sont ceux qu'on voit, qu'on peut vaincre, eh bien, on va d'abord activer les capacités de lui, puis de lui, et après, c'est à moi de jouer. Quand j'ai un personnage à distance, je peux attaquer les deux, mais mes compétences sont assez faibles. Quand j'ai un personnage au corps à corps, je suis toujours obligé d'attaquer la carte de droite, et moi j'aime un peu moins, je trouve que c'est quand même un peu plus dur. J'ai des grosses compétences, elles sont plus fortes, mais voilà. D'ailleurs, le chasseur de monstres, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai un passif. Je peux, donc passif, une seule fois par vague, je peux soigner une capacité et en épuiser une autre. Donc c'est-à-dire que je récupère un point de vie, que je déplace sur un autre personnage, mais j'active cette compétence. Sinon, j'ai d'autres capacités. Si en passif, j'ai plus 2 aux attaques de force contre un monstre frontal ayant au moins 10 PV, donc sur les gros ennemis, je ferai plus 2.
Ça c'est cool, c'est la légende. Et sinon j'ai d'autres pouvoirs, mais je vous l'expliquerai. Pour activer ces pouvoirs, et après on part vraiment dans la partie, soit donc je l'épuise, je ne peux plus l'utiliser jusqu'à ce que je me soigne si j'y arrive, soit eh bien je l'utilise, je l'active, je ne peux plus la réutiliser pendant la vague, mais je dois me défausser d'une de mes cartes. Soit c'est gratuit, mais je ne peux plus la réutiliser, soit c'est eh bien une fois par vague, mais je dois défausser une carte. Ok, et ben c'est parti en espérant qu'on voit, parce que la caméra est très haut et je l'ai zoomé, donc je ne peux pas trop regarder ce qui se passe. Le e-bourse, sa capacité c'est que je dois l'éliminer 2 fois. Et ça c'est bien chiant, d'autant plus que je vais défausser des grosses cartes alors qu'il n'a pas beaucoup de vie. Et donc ce qu'on va faire tout de suite, histoire de réduire un peu les coûts, je vais déjà utiliser une compétence, lame d'acier. Donc pour ça je dois défausser une carte, bah celle-ci, boum, tout est déjà tombé, ça commence bien. C'est bien pour ça que j'ai pas joué... Mince, du coup je sais pas si c'était... Oui j'étais à 8 ou à 10 ? À 10 je crois. C'est bien pour ça que j'ai pas joué beaucoup à Pameland, parce que je suis pas doué de mes doigts, mais je vais vous montrer quand même un peu le gameplay. Donc j'ai défaussé une carte pour activer ça. Éliminer une créature, et ça le mot-clé créature. C'est pas un monstre, n'importe lequel qu'on appelle des créatures, c'est des créatures. Et donc je subis un dégât, et ben je vais refaire sur la même compétence, parce que je peux du coup l'utiliser 2 fois, une fois en l'activant et une fois en l'épuisant, pour pouvoir l'insérer. Donc finalement je gagne quand même cette carte, alors que normalement je n'aurais pas pu. Voilà. Donc le nécromancien arrive en frontal. On active sa capacité frontale, échanger le nécromancien avec une carte de force 8 ou plus. Donc eh ben, je récupère cette carte-là. On va se prendre tous les dégâts frontaux avec des créatures, avec des personnages au corps à corps, c'est pour ça que j'aime moins, mais bon, c'est le hasard. Et du coup maintenant c'est l'apparition qui est là. L'apparition ne peut pas être éliminée par une carte force unique, donc je suis obligé d'utiliser 2 cartes. Et le Kraken, s'il est en frontal, sa capacité c'est de retourner en 2e position. Bon, très bien. Donc ben, je dois m'affronter cette apparition où je dois utiliser 2 cartes. Et ben, je peux, hein, mais ça va me coûter 6 et 6. Ça va m'utiliser finalement 12 points de force pour un personnage qui n'en avait que 9. Mais pas de souci, on le fait. Le Kraken arrive en frontal, son effet c'est de retourner en seconde ligne, donc le dragon des forêts est en frontal. Le dragon des forêts a 8 de vie, sa capacité c'est de défausser les créatures visibles, là il n'y a pas de créatures visibles, et ajouter leur PV au dragon des forêts, donc il les absorbe. 8 de vie, et ben je défausse celui-ci qui a 9, et je l'insère. Le Kraken, et ben je vous le refais pas, il va retourner direct en frontal, en seconde ligne, donc je le remets. Et donc on a le monstre de rouille, c'est une créature, frontale, défausser une carte force de votre choix. Et ben ça m'arrange pas, en plus il a que 3 d'attaque, donc est-ce que je peux pas en faire un truc ça ? De toute façon l'effet du monstre s'active a priori toujours avant les miens, donc de toute façon j'ai pas le choix, et ben je vais défausser celle à 8. Hein. Ça m'arrange vraiment pas, et du coup je vais l'attaquer avec une capacité à 10, pour avoir seulement 3 d'attaque. Alors d'ailleurs non, je vais pas le faire ça. C'est pas rentable, alors elle est où ma carte à 10 ? Voilà, allez là, je vais décider plutôt de subir les dégâts de la créature. Je subis du coup un dégât. Un dégât, je vais les subir sur... Et ben placer le monstre frontal en 2e position. Voilà. Comme ça, je ne la récupère pas, je ne l'insère pas, mais je peux m'en défausser. Donc lui, hop, il va retourner en seconde ligne, classique. Le revenant mort-vivant, frontal, les cartes force sont divisées par 2 contre le revenant. Mince. Donc bah du coup, si je veux l'utiliser, si je veux le défausser, ça va me coûter les 2 cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon élixir de soin. C'est passif, j'ai pas besoin de défausser de carte. Soignez une capacité, celle-ci, et épuisez-en une autre. Et bah, nyctalope. Et du coup, je vais réutiliser la lame d'acier. Alors, en pratique, j'avais déjà utilisé ça, puis après je l'avais épuisé. Donc j'imagine qu'une fois que je l'ai épuisé, ça a disparu avec. On va partir du principe que oui, mais je suis pas sûr de ce point de règle. Éliminer une créature, donc je défausse déjà une carte, celle-là. Éliminer une créature, subissez un dommage, donc je reprends le dommage sur lui. Et je peux la récupérer en tant que force. Il y a pas mal de petits flous sur certains points de règle, mais après c'est un jeu, on joue comme on veut, c'est pas ultra important, le but c'est de s'amuser. Hop, donc ça retourne derrière, on a l'habitude avec le Kraken. L'armure maudite, vous ne pouvez pas utiliser votre plus forte carte contre l'armure maudite. Bien, et ben je suis bien dans la merde si je peux pas utiliser la plus grosse carte. Ceci dit, j'ai mon passif ici, plus 2 aux attaques de force contre un monstre frontal ayant au moins 12. Donc si je peux pas utiliser l'attaque à 11, je peux utiliser l'attaque à 10. Avec mon bonus passif de plus 2, ça fait 12, donc c'est bon. Ok, le griffon.
ajouter à ses PV la valeur totale des dommages des créatures et oiseaux. Alors il n'y a pas de créatures ni d'oiseaux, donc il a juste 8 de points de vie. Donc je vais utiliser mon attaque à 11. Un peu d'overkill, mais c'est pas grave, sur le phénix. Ah, le kraken reste là, puisque ça sera le dernier tour. J'y a 11, je vais donc l'attaquer avec le 12. Et voilà. Là, on arrive sur le boss. Le boss aura 4 phases, on l'affrontera 4 fois. Si je le tue, j'ai 4 pièces. Il a 15 points de vie. Si jamais je veux garder des cartes ou quoi, je peux utiliser les coups critiques, les touches critiques. J'ai 3 types de touches critiques que je peux utiliser une fois chacune par combat. La première, ça me dit que si je prends un PV, un dégât, je peux lui faire 5 dégâts bonus sans défausser de carte. Il y a une petite étoile, ça veut dire 0. Sinon, si je défausse des cartes pour une valeur de 7, je lui fais 11 dégâts, mais je prends un petit coup sur ma tronche. Et pour 0 carte, mes 2 dégâts, je lui fais 9 dégâts. Par contre, le boss a un petit effet. Moins 1 or à chaque fois que je réalise une touche critique. Donc si je fais une touche critique, je gagnerai un petit peu moins d'argent. Ceci dit, il a 15. J'avais pas un bonus sur les boss, moi. Si, là, je peux défausser une carte, infliger 5 dégâts à un monstre magique ou un boss. Bon, ça m'intéresse pas. Je vais utiliser du coup les deux. 11 plus 8. Quoique, ouais, ça change pas grand-chose. Mais je vais tout utiliser. 11 plus 8, 19. Je l'overkill, mais au moins, j'ai les 4. J'aurais pu ne pas l'affronter, prendre un dégât, et dans ce cas-là, la prochaine manche, eh bien non seulement j'aurais pas de thune, quoique si, j'aurais eu de la thune. Ouais, ça aurait peut-être été plus rentable de garder la thune de mes cartes. Bon, tant pis. Et j'aurais dû retourner ma carte de force la plus forte. Je l'ai battu, j'ai donc plus de cartes en main à part le boss, donc j'ai 4 d'argent. Je peux utiliser des épées, je peux utiliser un bouclier que je peux acheter, j'ai des choses, mais en l'occurrence, je vais plutôt utiliser tout de suite la grande potion de soin pour soigner 3 PV. Hop, je me remets à 0. C'est pas la meilleure des stratégies, il vaut mieux quand même essayer d'acheter une épée, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Je vais du coup pivoter pour la deuxième manche. Je pivote également le boss. Je récupère tout de suite les 4 dernières cartes, parce qu'on se rappelle que je joue en facile, parce que je suis un petit tricheur. Et on est reparti pour la deuxième vague, alors que ça fait un quart d'heure que l'on joue. Et qu'en plus, je suis toujours pas sûr que vous voyez ce qui se passe à l'écran niveau luminosité et angle, parce que je pense que je prends les cartes comme ça, et que du coup, vous ne voyez plus rien. Alors, donc, le chien de l'enfer, augmenter les PV du chien de l'enfer, du total des valeurs de dommages. Ok, donc ça va, il n'y a pas trop de dégâts. 2 plus 1 plus 1 plus 2, ça veut dire que ça fait plus 6, donc il a 11 PV. Et le guerrier, ce monstre a 2 PV lorsqu'il n'est pas frontal. Donc il a 11 PV, et ben je vais défausser celle à 7 et celle à 4 qui sont ici. Pour faire 7 plus 4, 11, c'est tout bon. Je peux récupérer le petit chien-chien. On arrive sur le chef gob, qui a plus 2 lorsqu'il n'est pas en frontal. Et là, Harpie a ajouté autant de PV que sa position dans la ligne. Bon, chef gob a 9. Comment je fais pour le tuer sans utiliser 2 cartes? Mon passif, c'est pour ceux qui ont plus que 10 points de vie. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ma lame d'acier en défaussant celle à 5. Éliminer une créature et subissez un dégât. Et bah toujours sur la même compétence, quoique non, je vais subir le dégât sur le Nyctalope. Hop, et comme ça je peux l'insérer. Alors à cause de l'échelle, les créatures visibles ont plus 4 PV. Ça c'est pas une créature donc c'est bon. Il a 8, j'utilise. Alors ajouter autant de PV à la harpie que sa position dans la ligne. Donc il a 9 PV parce qu'il est en première ligne. Il faut plutôt que je défausse cette carte-là. Le Léchen à 6, sans bonus, je vais utiliser la carte à 7. Le cube gélatineux, on se rappelle que c'est celui qui... Enfin, on se rappelle, on l'a pas vu dans cette partie en fait. le cube gélatineux, donc je peux pas attaquer les cartes qui sont derrière. Et lui, j'augmente de 2 les dommages de tous les monstres visibles. Donc, j'ai pas d'intérêt à prendre des dégâts tant que le seigneur de guerre est visible, sinon je vais prendre cher. Il a 8, et ben je défausse cette carte à 8. Le seigneur de guerre, donc, il fait plus 2 dégâts à tout le monde. Et le spectre ajoute au PV du spectre les PV de base du monstre placé derrière lui. Donc là, il a 7, plus 10 du monstre. Donc lui, il a 17 PV. Ouais. Bien sûr. On va faire ça. Donc lui, il a 11. Comment on fait pour l'affronter, ce petit guerrier? Sachant que j'ai donc plus 2 pour les créatures qui ont plus de 10 PV. Ceci dit, ça suffira pas, je serai quand même obligé de défausser 2 cartes. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais l'épuiser, cette compétence. Subissez un dommage pour inséquer, donc éliminer une créature. Je la supprime. Et est-ce que je subis un dégât pour la remettre dans ma main? Oui, allez. Hop. Comme ça, j'ai le spectre qui a donc 17 de PV. Et second, retourner un autre monstre visible seulement si le nouveau monstre a plus de PV. Et ben, sur le papier, oui. C'est pas quand c'est écrit ça, hein, c'est pas la somme des différents bonus, c'est vraiment la somme écrite sur la carte. Donc finalement, on passe maintenant au dragon des forêts qui a plus que 8 PV. Et ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Et donc lui, c'est quoi? Défausser les créatures visibles et ajouter leur PV au dragon. Il n'y a pas de créature visible, il a 8 d'attaque. Je vais utiliser la force du globe gélatineux pour l'insérer. Alors que ça devient compliqué. Le guerrier, quand il est en frontal, eh bien, il fera des dégâts, il retournera derrière. Très bien, bah là, j'ai pas trop le choix. Je vais donc affronter le chaman, qui, du coup, a 10 PV, donc j'utilise la carte à 11. On espère qu'on arrive sur la fin. Allez, pas encore. L'assassin en frontal, il le fera qu'une fois. Subissez un dégât et déplacez l'assassin en deuxième position. Et le gobe coureur instantané se déplace en position frontale, donc dans tous les cas, il l'aurait fait. Ok, il a 7 de vie, j'utilise la carte à 8 et lui va à la place. Donc l'assassin redevient en première position, mais le frontal c'est bien écrit x1, donc il ne le fait qu'une seule fois. Et le griffon mineur, quand il est en frontal, je le pivote. Bon, bah, j'aurais pas trop le choix, là il a 8, je vais donc utiliser ma harpie à 8. Cette vague se passe pas mal. Donc le griffon, il pivote, il devient un vrai griffon. Ajouter à CPV la valeur totale des dommages des créatures et oiseaux visibles. Donc ça c'est un oiseau visible, donc il a 8, plus 2, celui-là il a 10. Et le géant de vapeur, eh bien, ok. Bon. Donc il a 10 PV, j'utilise lui pour l'attaquer. Et je récupère donc le dernier monstre avant le combat du boss. Retirer sa propre valeur d'or de la valeur de la carte force. C'est-à-dire que ça ne fait plus 8 d'attaque, mais 8 moins 3. 8 moins 2, 7 moins 2 et 6 moins 2. C'est un peu chiant. Il a 7 d'attaque, mais ceci dit, ça va le faire. Comment on va l'affronter du coup? On va prendre un dégât pour infliger... Ah oui, il y a un monstre magique. Celui-là n'est pas magique, donc ça, je peux pas le faire. Mince. Du coup, j'ai pas le choix. Hein. Je vais défausser ces deux cartes-là. Celle-là lui fait 5 et celle-là lui fait 4. Donc je lui fais 9 dégâts alors qu'il en avait 7. Et je l'insère. On arrive donc sur le boss qui a 17 PV. Chaque carte force subit un malus égal au nombre de cartes force insérées. Donc j'ai 3 cartes force. Donc celle-là fait plus que 4, celle-là fait plus que 5, celle-là fait plus que 5. Donc j'ai 14, malheureusement, ce qui n'est pas assez. Donc je vais être obligé de subir une touche critique. Je vais prendre un dégât pour lui faire 6 PV en plus. C'est mon seul dernier dégât que je peux lui faire. Donc 6, il ne lui reste plus que 11. Et maintenant, est-ce que je peux garder une carte? Non, je suis obligé de tout défausser, hein, parce que là, j'ai du coup 5 plus 5 plus 14. Ouais, enfin, j'ai 14 en tout. Ok, bah, je défausse tout. Tant pis, mais j'ai battu le boss de niveau 2. J'ai 5 pièces. Alors, 5 pièces, je vais quand même utiliser encore une fois la grande potion. Ça va me coûter 4 pièces pour récupérer 3 points de victoire. Hein. J'ai vraiment besoin de ça. Je suis trop dans la merde. Et du coup, il me reste plus qu'une pièce. Cette petite pièce, encore une fois, j'en fais rien. Allez, on retourne le paquet. On va passer à la face droite. Encore une fois, 1, 2, 3, 4. On récupère ça. Et on est reparti en bataille. Donc on a le Minotaure qui, en frontal, est immunisé contre la capacité de la plus basse rangée. Bah, ça tombe bien, je ne peux pas les utiliser. De toute façon, j'ai toujours des dégâts. Et le drac, je dois battre le drac avant d'attaquer d'autres dragons visibles. Ok, c'est bien, il n'y a pas d'autres dragons. Donc lui, il a 9. Je vais utiliser cette carte à 7 et cette carte à 4. Ça fait 11. Le drac vient dans ma main. Lui, il aura un effet frontal. Donc je vais battre le drac avec... Malheureusement... D'ailleurs, je me demande si j'oublie pas souvent de faire cet effet passif-là. Mais malheureusement, du coup, je vais utiliser cette carte à 7 pour faire de l'overkill, mais j'ai pas le choix. L'éclaireur frontal, retourner une carte de valeur 10 ou plus. Et ben, j'en ai pas. Et le basilic, si vous subissez les dommages du basilic, je subis aussi les dommages des autres
Donc il a un petit effet un peu poison, je prends plein de dégâts. Il a 10 d'attaque. J'ai un passif, plus 2 d'attaque de force aux monstres frontaux ayant au moins 10. Il a 10, donc je peux utiliser une carte de 8, par exemple, donc je vais utiliser cette carte de 9. Parfait. Un peu de plus-value dans ce monde de brut. Ok, donc celui-ci, il faut qu'on essaie de le tuer. Il a 11. On se rappelle que j'ai toujours le bonus de plus 2 parce qu'il a plus que 10, donc j'utilise cette carte à 10. Parfait. Le Kelpie, donc il a les PV égaux au monstre visible en ayant le plus. Bah c'est le Kelpie qui en avait 6 parce que lui il en a 5. Ok. Et ici, subissez un dommage si le claque-dent est éliminé alors qu'il n'est pas frontal. Donc le claque-dent, je dois le tuer quand il est devant. Et moi j'ai pas trop le choix de toute façon. Ok, donc il a 6, je vais utiliser ma carte à 7. Ok, et ben je vais utiliser donc ma carte à 6 pour tuer le claque-dent qui était à 5. Loup de feu, on se rappelle que si j'utilise une attaque de force, donc j'utilise mes cartes, je prends un dégât, ce qui ne m'arrange pas. Et ici, si vous subissez des dégâts lorsque le golem est visible, si vous subissez des dommages lorsque le golem est visible, je subis un dommage de plus. Donc ça colle pas bien, parce que là je vais forcément prendre un dégât, sauf si j'arrive à utiliser... Ah oui, non, vous savez quoi? Je vais utiliser ça, éliminer une créature. C'est une créature. Et je subis pas le dommage, parce que j'ai pas envie de l'insérer. Ça me fait chier, si je suis bien dommage, j'en suis bien de plus. Donc je fais juste la capacité de supprimer la créature. Et donc, bah, c'était une carte à 5, donc je vais pouvoir défausser cette carte à 5 pour l'insérer. Parfait. Boss de niveau 3. Diminuez les valeurs de vos cartes force de leur valeur de dommage. Donc celle à 3 reste à 3, celle à 11, moins 4, elle passe donc à 7, et celle à 5 passe à 5 moins 2, 3. Donc là j'ai l'équivalent de 7 plus 3, 10, j'ai 13, alors qu'il n'y a que 6 d'attaque. 6 d'attaque, trait, il me reste que 6 de force qui me manque. J'ai un play. Je vais d'abord épuiser cette carte-là à 3 pour activer ça. Infliger 5 dommages à un monstre ou un boss. Donc j'ai fait 5. Il ne reste plus que 14. Maintenant, je vais reprendre un dégât, je vais la réutiliser une deuxième fois. Hop. Je la retourne, donc je lui refais 5 dégâts, il lui reste plus que 9. Et ça, on m'a dit que ça faisait 7 dégâts, donc c'est toujours pas assez. 9. Et bah du coup... Ah ouais, ça colle pas, ça. Ah si, bien sûr. D'ailleurs, j'avais peut-être même pas besoin de faire ça. Ouais. J'annule la dernière action. Hop, je reprends ça. Je vais donc faire une touche critique. Il faut que je défausse au moins 8. Donc je défausse cette carte à 11. Pour lui faire 16 dégâts. Donc moi aussi, je prends un dégât. Et 16 plus les 5 que j'avais fait, ça fait 21. Donc il est mort. Comme ça, je gagne ces 6 points d'argent. Et il me reste les deux là. J'ai fait un petit rollback, hein, mais ça va. Ce qui fait que je vais utiliser 4 pièces pour soigner à nouveau. Retirer un petit peu des PV, mais cette fois-ci il me reste 4 pièces. 4 pièces, alors qu'est-ce que je vais acheter? Soit l'épée, soit le bouclier, la hache, ou le bâton magique. Et ben je vais prendre la hache. Ça me coûte 2. Il me resterait 2 pièces. 2 pièces, ben il me reste 2 pièces, tiens. Il me reste 2 pièces, donc soit je gagne un PV, soit je prends la potion de vitalité qui me donnera plus 1 de force, une seule fois au début d'une vague. Et ben je vais utiliser juste le point de vie là. Hop, je m'assure comme ça d'être tranquille. Donc maintenant que j'ai la hache, je l'ai tout le temps, mais une seule fois par manche. Mais je l'ai quand même à chaque partie. Je la mets sur le côté avec les autres cartes. On va pivoter pour la dernière manche, et encore une fois, donc ça se remet là. On prend donc les 4 dernières cartes, ça m'en fera 5 avec ma hache, et donc le boss on le met niveau 4. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4. On voit tout, je crois. Alors, le Hobgoblin, ce guerrier gagne 3 PV par monstre éliminé avant. Et ben on va le tuer tout de suite. Il a 5, on va utiliser la carte à 7. Hop. Bon, écoutez, le marché, ma compétence de hache, je vais la mettre là, parce qu'elle va me saouler à tomber. 4 cartes, c'est le maximum, 5, ça commence à tomber. Donc on se rappelle, j'ai plus 3 à une carte force de valeur 6 ou moins, si je l'utilise toute seule, pour une attaque. Ok, donc la Horde Gob, plus 3 par autre guerrier visible, il n'y a pas d'autre guerrier visible, et la Wyvern ne peut être vaincue que lorsqu'elle est frontale, ça tombe bien. Donc lui il a 4, bah, j'utilise ma carte à 5. Très bien. Hop. Donc la Wyvern, on peut la tuer que quand elle est frontale, et instantanée, retournez votre carte la plus forte. Alors, je vais pas le faire.
Je vais utiliser Nyctalope. Ignorer la capacité instantanée du second monstre et pivotez-le. Et bien écoutez, je vais même prendre le dégât. Comme ça, je ne défausse pas cette carte-là. Donc non seulement j'ignore la capacité, mais en plus je le pivote. Vert évolutif, instantané, retourner tous les autres monstres visibles. Hop, on arrive sur le Djinn, instantané, pivoter un autre monstre visible. Et ben on revient exactement au point de départ. Instantané, retournez votre carte la plus forte. Bon, tout ça pour ça. Shit. Bien. Bon, le Djinn, il faut 4. Et ben j'ai une carte à 4, c'est très bien. Du coup, j'ai perdu un point de vie comme un couillon dans cette histoire. Ok, donc ça, c'est fait, se refait pas. L'hydre bénéficie de toutes les capacités des autres monstres visibles. Donc avec l'hydre, j'ai encore cette carte instantanée, je retourne la carte la plus forte. Hop là, bon, c'est un 7, je m'en sors pas si mal. Donc celle-là, elle a 12, et donc on se rappelle que j'ai un bonus de plus 2 aux attaques de force. Donc il faut juste que je défausse 10. Et donc je peux défausser ma 4 et ma 6, ce qui fait 10, plus 2, 12. Donc l'hydre a aussi les capacités des autres, donc celle-ci. Si vous avez une carte force de 6 ou moins, le gardien de la volée va en frontal. Et ben non, j'ai pas de 6 ou moins, donc c'est l'hydre qui restera devant. Il faut 5, et ben je vais défausser ma 7. Lui, il nous embêtera par derrière. Là, il faut 6. Je vais utiliser ma carte de 5, et je vais utiliser ma hache qui me donne plus 3. Ça fait comme si j'avais 8, donc je défausse ça. Je défausse également la hache, elle est plus utilisable. Très bien, on est bientôt au boss. Hein. Donc la curiosité, je ne peux pas utiliser des cartes force de valeur impaire. Et lui, il aura un effet quand je serai en frontal. Je ne peux pas utiliser d'impair, mais je peux utiliser donc des paires. Donc cette carte de 6 pour cette carte à 6 de PV. Ablette, quand il est en frontal, je subis un dégât et je réduis de moitié les dégâts pas d'Ablette, mais d'Abolette. Abolette. Donc je vais prendre un dégât sur ça. Hop. Et donc, il a donc plus que 4 PV, je défausse ça à 6. Le Kelpie, donc le Kelpie, bah on l'a pas vu tout à l'heure, je me suis pas loupé sur le... Ah oui, c'est parce... Bon, on n'a pas vu ces cartes-là, donc j'ai dû me louper un moment sur la rotation des cartes de force, ouais, bon, peu importe. Non, bah pas peu importe d'ailleurs. Hop, ça aurait dû être comme ça, hein. On les a pas vues, celles-là. Bon, allez, peu importe. La partie sera pas totalement... clean, mais de toute façon, on joue en facile, donc c'est pas grave. Donc les PV de la Kelpie sont égaux au PV du monstre visible ayant le plus. Il a 6. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce sont mes dégâts qui sont là? Hop, je les ai insérés comme un gros sac. Bah, le loup de feu, on le revoit, c'est une erreur. Hein. C'est vraiment mes attaques, mes dégâts de tout à l'heure, donc on va vraiment faire la rotation comme ça. On va corriger parce que c'est pas normal de revoir les mêmes monstres. Voilà, donc le chaman aurait dû en avoir un effet tout à l'heure quand il était en second. Retourner un autre monstre visible seulement si le nouveau monstre a plus de PV. Bon. Je sais pas si ça avait un impact. En l'occurrence, là, ça a plus d'effet. Et lui, augmenter de 2 les dommages de tous les autres monstres visibles. Seigneur de guerre aussi, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ou alors je confonds mes parties, bon, tant pis. Il y a du misplay sur les rotations, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, le principal, c'est de s'amuser. Donc, il faut 10. Et ben, on se rappelle que j'ai mon passif de plus 2 s'ils ont moins 10. Donc, je vais défausser ma carte à 8. Très bien. Le seigneur de guerre, ok. Le dragon des mers a plus 1 PV par carte force de 9 ou plus insérée. Donc j'en ai 3, donc il a 10 de PV. Il a 11, j'ai besoin d'une carte à 9, parce que j'ai mon passif de plus 2. Il est très intéressant ce passif, hein. Finalement il est fort ce personnage-là. Très sympa. Et donc il ne reste plus que lui à battre. Et ben écoutez, je vais tout simplement prendre les 2 dégâts. Je ne vais pas essayer de le vaincre. Hop. 2 dégâts, et du coup bah, je la sers pas. Et j'arrive in fine sur le boss de fin qui a 31 PV. Il y a un pouvoir, vous pouvez pivoter une carte force vers sa moitié la plus faible pour soigner 1, ou la défausser pour soigner 2. Ce qui me permet d'aller valider des touches critiques, hein, bien évidemment, sauf que 12 plus 10 plus 11, ça fait 33, il a 31 de PV. Donc, eh bien, c'est une victoire. J'ai battu Haralt en niveau facile avec Trelgis, avec peut-être quelques petits misplays parce qu'à un moment des cartes n'étaient pas au bon endroit. Il y a des fois je me suis rendu compte des effets dans un second temps, mais c'est pas grave. Vous savez à peu près à quoi ça ressemble, vous savez si ça peut vous plaire, et donc nous on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu.
Bon, bah voilà, cette petite partie de End of Destiny, je crois que j'ai gagné, je me rappelle plus. Déjà, petite information de la part de l'éditeur, si vous regardez le matériel présent, c'est écrit 10 cartes héros grand format et 14 cartes monstres. C'est une erreur d'impression parce que c'est un jeu qui est en Kickstarter avec un peu plus de cartes et la traduction française, il y a eu ce petit loupé. Il y a 12 cartes monstres et 6 cartes, oui, 6 cartes héros. Il ne manque rien dans votre boîte, c'est juste une petite erreur d'impression. Voilà, c'est ce que l'éditeur m'a demandé de vous préciser. Il y a un gros point négatif sur ce jeu et on en a parlé directement dans la vidéo et on va y revenir directement, c'est le côté End of Destiny, jeu qui se tient dans une main à la Palm Island, etc. Ça marche pas vraiment. Alors oui, si ça marche sur le papier, on peut tout tenir dans une main, mais c'est très galère à la manipulation. En plus, ça rajoute des lourdeurs de règles parce que pour activer les compétences, il faut du coup utiliser celles du premier niveau et avant le deuxième, etc. Puis ça nécessite de bien imbriquer. Clairement, c'est chiant. Et encore, Bad Boom Games a rajouté les petits clips pour valider les capacités sur le côté, pour rendre la manipulation plus facile, mais clairement, ils ont prévu des tokens pour poser sur la table et pour symboliser l'épuisement de vos cartes. C'est pas pour rien, c'est que même l'éditeur français a bien conscience que dans la main, c'est un peu chiant. Donc, très clairement, vous allez faire une partie, vous allez tester, vous allez voir si ça marche ou pas, mais très rapidement, vous allez utiliser une table. On a tous une table à proximité. De toute façon, si je suis en camping, eh bien, je ne ramène pas un jeu de société qui se joue comme ça. Si je suis en camping, généralement, je ne fais pas du camping tout seul, donc je ramène un jeu plutôt party game. D'ailleurs, je ne fais pas de camping, ça sert à rien le camping. Ça fait mal aux fesses quand il y a des orties, quand on fait caca. Donc, clairement, il faut y jouer sur une table. Et là, le jeu devient ultra rapide, ultra pratique, ultra facile à utiliser. L'autre point négatif, c'est la règle. On a un jeu d'une vingtaine de cartes, très court, très léger, mais des règles de 30 pages. Alors certes, ce sont des petites pages, mais ça fait peur. Il y a pas mal de sous-règles, de petits machins, de petites exceptions, de lourdeur. D'autant plus si vous jouez en version End of Destiny. Et c'est vrai que pour un jeu comme ça, on s'y attend pas. Il y a pas mal de petites priorités, etc. C'est un jeu qui est peut-être un petit peu trop complexe pour ce qu'il veut donner. Alors attention, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit, le jeu reste simple. Ceci dit, il y a pas mal d'explications qui ont été rajoutées dans la version française sur les règles. Il y a une petite foire aux questions qui a été rajoutée en plus. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça reste un jeu. Donc si jamais vous avez un doute, eh bien vous pouvez choisir un peu ce qui se fait dans l'Hero Arkham, la sombre règle. Ce qui peut vous arriver de pire vous arrivera, ou alors vous arranger en fonction du plaisir de jeu que vous pouvez avoir. Mais ça fait peur. Quand j'étais fatigué, je me suis lancé ce jeu au départ quand j'étais fatigué. Je me dis, allez, c'est très bien, ça sera un petit jeu. Et puis là, je vois un livret de 30 pages. Je me dis, oula, je suis dans quel monde là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais bon, voilà, le jeu n'est pas si compliqué que ça, mais ça fait un petit peu peur. Et il y a quand même certaines sous-règles, certaines lourdeurs qui font que c'est peut-être un peu plus, que ça pourrait être allégé. Sinon, à part ça, le jeu est fun. Moi, ce que je n'aime pas dans un Palm Island, parce qu'on va le comparer, même si ça n'a pas autant de rapport que ça, c'est que Palm Island, ça va vraiment être un puzzle, un casse-tête, où globalement, le but c'est d'essayer d'avoir le plus de ressources et de maximiser vos ressources. Et une fois que vous avez compris un peu la stratégie d'un Palm Island, c'est assez simple de gagner, de faire des bons scores, de valider, de débloquer tous les nouveaux, enfin de valider les succès, débloquer les nouvelles cartes, etc. Il y a une petite technique à prendre en main. Là, finalement, on reprend un peu le système d'inclinaison, etc. pour jouer dans une main, mais c'est pas du tout un jeu où on va utiliser des ressources. C'est un jeu qui va proposer plein d'aléas. Alors déjà, il y a des parties où d'emblée vous allez perdre, vous pourrez rien faire d'autre, ou d'autres parties où ça va très bien se passer. Votre main de départ va forcément beaucoup impacter la partie, de même que le deck, la manière dont tu vas te créer. Et ce qui est assez fort, c'est qu'avec, si on compte pas les cartes héros, si on prend juste les cartes marchands, les cartes boss et les cartes monstres, il n'y a que 18 cartes. 18 cartes comme un micro-game. Et en 18 cartes, plus ces cartes héros, mais on va dire que c'est un peu à côté, vous avez un jeu d'une richesse au niveau des différentes parties assez folle et qui bat la plupart des micro-games ou donc des button shy en version originale. C'est un jeu qui propose pas mal de rejouabilité en fonction de la manière dont votre deck va être mélangé, les associations de ce qui se passe dans la main droite en frontale et en seconde ligne, et ça marche franchement bien. On aurait pu avoir qu'une carte à la fois et le jeu était un petit peu plat, mais d'avoir ces deux cartes à gérer en même temps, ça franchement c'est une pure idée, c'est vraiment très cool. En plus, on a plein de monstres qui vont comboter entre eux en fonction de l'aléa de la pioche. On a 12 héros du coup différents qui vont... Alors il y en a qui sont beaucoup plus simples que d'autres beaucoup plus compliqués du coup, donc vous pouvez moduler un peu votre difficulté avec ça, mais franchement, ça marche bien. On a vraiment l'impression d'avoir des parties différentes en fonction de si vous jouez la Valkyrie, de si vous jouez le chasseur, si vous jouez je ne trouve plus les noms des trucs, mais peu importe. Franchement, on a une belle variété des parties.
Défaut du jeu, c'est que souvent, c'est une stratégie quand même un peu ligne droite. Ça va être plus un jeu où on est content, ah je défausse celle-là, je prends celle-là, bah maintenant je peux défausser celle-là, je prends celle-là. Il va y avoir vraiment ce côté très fluide, mais peut-être un petit peu trop brainless, parce que c'est vrai que vous faites un peu ce que vous pouvez avec vos cartes. L'idée étant de toujours faire, pas du card advantage, mais d'avoir au moins une carte pour une carte, de défausser le moins possible de cartes. Et la seule réflexion, ça va être quand est-ce que vous décidez d'accepter les dégâts pour garder une carte dans votre main, parce que vous savez que vous allez pouvoir avoir un peu plus d'argent et acheter des potions. Donc c'est vrai que la stratégie est assez légère, surtout si on prend en compte qu'il y a 30 pages de règles, mais franchement ça marche bien. C'est un jeu agréable à jouer, on peut faire une petite partie comme ça avant d'aller manger, en regardant une vidéo, en regardant le match de Monaco contre Lille par exemple, 1-0. C'était pas un beau match, mais on a gagné, c'est le principal. Moi franchement ça m'a bien plu. Si c'était un jeu où on était forcé par des menottes, etc., de jouer dans une main, clairement, j'aurais mis un Zogma de bronze parce que ça m'aurait saoulé très très rapidement. Mais là, sur une table, eh ben, c'est un petit plaisir. Dans sa gamme de jeux, et donc je le compare à une gamme de micro-games, pour moi, ça vaut un Zogma d'or, ça m'a convaincu. C'est un petit jeu rapide, pas une grosse profondeur, mais une grosse variété de situations qui vont nous arriver, et c'est quand même plutôt cool pour un si petit jeu à si bas prix. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de End of Destiny, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Est-ce que vous arrivez à tout apprendre dans une main ou au contraire, ça vous fait chier? Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Il y a des petits liens affiliés, ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas précisé, en description si jamais le jeu vous intéresse. Puis nous on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao ciao.